Bon, il est 11h07, donc nous pouvons reprendre. Alors, je partais de cette idée de pourquoi, finalement, on décide de faire imprimer un livre au temps des incunables. Et ici, il me semble que les deux réalités françaises, c'est-à-dire le cas de Lyon et le cas de Paris, sont tout à fait symptomatiques de deux raisons presque opposées. La première, lorsqu'on pense aux ateliers parisiens, entre 1470, premier atelier à la Sorbonne, et jusqu'en 1500, on voit que l'idée fondamentale, c'est de mettre en circulation des textes anciens ou dans des éditions qui seraient corrigées pour des lecteurs qui sont des lecteurs traditionnels, nobles de cour, hommes de loi, professeurs, étudiants, dignitaires ecclésiastiques, qui ont des bibliothèques dans lesquelles sont encore très présents, sinon majoritaires, les livres manuscrits, et du coup une production qui, à partir de 1475-1480, multiplie des livres imprimés de luxe capables de rivaliser avec les manuscrits, et donc au plus près de la forme manuscrite pour la mise en page, la lettre bâtarde, les enluminures. Et ces livres-là peuvent être à la fois les livres d'études, mais aussi les chroniques, ou bien des recueils poétiques, ou bien des romans de chevalerie. Mais là, on voit très clairement qu'une stratégie consiste à proposer sous une forme nouvelle imprimée un répertoire déjà là pour l'essentiel et pour des lecteurs qui sont déjà des lecteurs familiers de la culture écrite. À Lyon, les stratégies parallèles, en particulier du premier imprimeur lyonnais, Barthélemy Buillet, sont toutes différentes. Il s'agit, puisqu'on a une nouvelle technique, d'essayer de construire, d'inventer un nouveau public de lecteurs. Et à partir de là, de proposer sous une forme imprimée à des nouveaux venus à la lecture, ou du moins à une pratique forte de la lecture, comme les milieux des notaires, chirurgiens, marchands, gens de métier, officiers municipaux, des ouvrages qui appartiennent à des genres sinon moins traditionnels ou moins immédiatement esthétiques, recueils hagiographiques, traités de morale, abrégés des chroniques et des encyclopédies médiévales. Pour ces nouveaux devenus à la lecture, la langue dominante est évidemment le français. Il s'agit donc de créer un public du livre de non-doctes, ce qui ne veut pas dire nécessairement que ce public soit populaire, mais un public de lecteurs que les nouvelles formes du livre, et sans doute aussi son moindre coût, vont ouvrir à une pratique qui jusqu'alors était beaucoup plus restreinte pour eux et qui vont pouvoir aussi ouvrir à des nouveautés littéraires comme les chansons de geste, des récits brefs ou des romans. On voit donc qu'il y a deux raisons fondamentales, opposées, différentes, l'une de reproduire des textes et retrouver des lecteurs qui sont déjà là, et l'autre qui est une stratégie à partir d'une nouvelle technique, de créer un nouveau public et donc du coup de l'ouvrir à des gens qui pourraient être des gens très traditionnels mais qui n'appartiennent pas au répertoire le plus professionnel ou le plus lettré, et d'autre part à des formes nouvelles de l'écriture. À partir de cette observation, je crois qu'on peut entrer dans ce qui ont été les apports les plus importants de réévaluation de l'invention de l'imprimerie, dont nous sommes héritiers. C'est le troisième héritage que je voulais mentionner avec le codex et le livre unitaire. Ces réévaluations portent d'abord sur le fait que la majorité des imprimeries dans les 16e, 17e siècles, même peut-être dès le 15e, la majorité des objets imprimés dans les imprimeries ne sont pas des livres. Le constat le plus fondamental, c'est de considérer que la part du livre imprimé dans l'activité typographique d'un atelier est minoritaire et souvent très minoritaire.
la réponse à cette bizarrerie ou anomalie est le fait que les imprimeries sont mobilisées fondamentalement pour reproduire ce que l'on appelle en français travaux de ville, en anglais job printing, ephéméra, c'est-à-dire une production de placards, d'affiches, de formulaires, de billets, de quittances, de certificats. Et on peut rappeler que si Gutenberg est célèbre à jamais pour la Bible à 42 lignes de 1555, en 1452, ses premières impressions sont des lettres d'indulgence multipliées à des milliers d'exemplaires. Les conséquences sont fondamentales, plus encore peut-être même qu'observer les effets du livre dans la société. C'est le fait que, grâce à l'imprimerie, des objets soit inconnus, soit tout à fait marginaux dans l'âge du manuscrit, deviennent familiers, en particulier dans les villes. C'est-à-dire, d'une part, tous ces écrits imprimés qui sont donnés à lire sur les murs des villes, affiches, placards, et d'autre part, tous ces objets imprimés qui viennent se situer au sein de toutes les relations sociales, qu'elles soient marchandes, administratives ou personnelles. Et de là l'importance de cette production de formulaires, quittances, certificats, billets, etc. Et c'est ce qui explique d'ailleurs ce contraste qui peut exister entre la capacité de production des ateliers dans une ville donnée et lorsqu'on mesure leurs résultats à partir de la production imprimée de livres. Et Mackenzie l'avait bien montré, il y a un énorme écart. Alors, quelle est la logique d'avoir des imprimeries qui n'imprimeraient qu'en mobilisant une part très limitée de leur capacité de production? C'est parce qu'elles étaient mobilisées pour d'autres productions imprimées, mais dont l'aspect éphémère et fragile a fait que, sauf rares exceptions, elles ne sont pas conservées. Et dans les bibliothèques rares sont les présences de ces matériaux éphémères, pourtant massivement répandus et avec des conséquences sur le rapport à l'écrit absolument décisives. Un deuxième élément, en dehors de cette idée qu'il y a une production imprimée qui n'est pas la production de livres, un deuxième élément serait de montrer que dans cette production imprimée, y compris parfois pour des livres, un des effets a été l'incitation à l'écriture à la main. Dans ces travaux de ville, une part d'entre eux a une structure dans laquelle la composition typographique laisse des espaces blancs pour que soient inscrits à la main des dates, des signatures, des mentions. Comme si ces formulaires, ces billets, ces indulgences, ces quittances étaient en attente d'écriture manuscrite, leur signification étant d'être utilisée dans des relations qui vont donner une spécificité du nom, de la circonstance, du lieu, de la somme, de la quantité à ces formulaires reproduits de manière systématique avec ces espaces blancs. Et on entre là dans une perspective peut-être originale qui serait de considérer que le premier effet de l'invention de Gutenberg a été de multiplier l'écriture manuscrite. Alors, loin de se limiter à ce diagnostic que le livre imprimé se substitue au livre manuscrit, que la print culture remplace la scribal culture, pour reprendre les mots d'Elizabeth Eisenstein, tout à l'inverse. Et on pourrait marquer que c'est avec ce développement de l'imprimerie que des nécessités d'écrire à la main se multiplient, parce que se multiplient les objets en attente de manuscrits. Et cela vaut aussi pour une partie des livres eux-mêmes. Lorsqu'on pense au XVIe siècle aux éditions des classiques faits pour les collèges, dans lesquels de très grands interlignes sont laissés pour que les étudiants, suivant le texte commenté par le professeur durant la leçon, puissent introduire, en les notant, les commentaires. Donc, du coup, ces éditions-là sont aussi des éditions en attente d'écriture. On le voit avec les recueils de lieux communs. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'il s'agit là d'une technique fondamentale de la Renaissance, et donc un certain nombre des produits de l'imprimerie seront de donner les cadres déjà prêts pour ces lieux communs, c'est-à-dire des rubriques thématiques
dans lesquels le lecteur pourra ensuite ranger les citations, les extraits qu'il aura copiés. Et on le verra au XVIIIe siècle avec l'apparition de cet objet, c'est-à-dire les agendas, dans lesquels un cadre imprimé préalable est en attente d'écriture, soit pour marquer ce qui devrait être fait, soit souvent comme livre de mémoire pour noter ce qui a été fait. On a là une très grande gamme d'objets imprimés dont la raison d'être est d'attirer l'écriture manuscrite. Une troisième continuité de ces deux cultures, c'est évidemment aussi le fait que même lorsque l'objet manuscrit n'incite pas, n'appelle pas l'écriture manuscrite, beaucoup de lecteurs déposent leur écriture dans l'objet imprimé, et de là une source très précieuse pour l'histoire culturelle ou l'histoire intellectuelle, c'est-à-dire toutes les marques d'appropriation, de transmission, de circulation des textes qui sont enregistrés par les mentions manuscrites successives chronologiquement, mais aussi avec cette présence de l'écriture manuscrite comme marginalia, c'est-à-dire à la fois pour marquer, repérer dans le texte des fragments qui devront en être extraits, copiés et réutilisés. C'est le type des marginalia du monde humaniste, qui sont fondamentalement dans la marge des rubriques thématiques en attente de copie du fragment, ou bien, plus tard, XVIIe, XVIIIe, des marginalia qui sont des réactions intellectuelles, émotives, sentimentales au texte. Et donc, du coup, on a là aussi une présence de l'écrit manuscrit dans le livre imprimé qui se transforme, enfin, qui a pour nature d'être une trace de lecture et qui peut devenir, comme beaucoup d'historiens ont commencé à le faire, une source très précieuse pour reconstruire une histoire de la lecture. Le quatrième trait de cette présence du manuscrit dans l'imprimé, ou de la culture manuscrite à l'âge de l'imprimé, c'est évidemment le grand phénomène qui est celui de la permanence d'une publication manuscrite à l'âge de l'imprimé. Et cela autour d'une tension entre, d'un côté, ce florilège que l'on pourrait faire de textes qui, célébrant l'invention de l'imprimerie, pourrait laisser penser qu'il y a là un mode de reproduction des textes qui va faire tomber dans l'obsolescence la technique plus ancienne. On trouverait que de nombreux textes, parmi d'autres Léon Battista Alberti, 1466-67, qui célèbre l'inventeur allemand Gutenberg, qui de nos jours a réussi avec l'impression de caractères à faire en 100 jours plus de 200 volumes copiés sur un exemplaire donné avec le travail de 3 hommes seulement. Donc ce qui à l'âge de la copie avec nécessitait 100 jours, enfin, ce qui à l'âge de la copie aurait nécessité une infinie quantité de travail et une durée très longue, peut être ici par la reproduction mécanique atteint très rapidement. Et on trouverait de très nombreux textes de ce type. Il y en a un, par exemple, dans la Silva de Varia Lección de Pedro Mejía de 1550, qui est une célébration de l'apport fondamental que représente la reproduction mécanique des textes. Mais face à cette louange qui pourrait avoir comme conséquence la disparition de la culture manuscrite, existe tout un autre ensemble de textes qui considèrent l'inverse, c'est-à-dire finalement que dès le XVe siècle, il y a une abondance de livres qui peut être une source de désarroi plus que de savoir, il y a une ignorance des typographes ou des lecteurs qui détruit et corrompt les œuvres, et il y a ce contraste établi entre la condition assez misérable et inquiétante de ces imprimeurs qui traversent l'Europe comme des vagabonds ou des migrants, toujours suspects pour des sociétés où l'enracinement est fondamental, et d'autre part la noblesse
du travail du stationnaire, du copiste ou de l'amanuensis. À Venise, par exemple, le dominicain Filippo della Strada, à la fin dans les années 1470-80, développe cette critique de l'imprimerie corruptrice. Corruptrice du texte, corruptrice du sens et corruptrice du commerce des lettres. Et il a cette formule qui était lieu commun, est virgo ec pena meretrix est stampificata, la plume est une vierge, l'imprimerie une putain. Et donc il y a cette dépréciation qui est la toile de fond sur laquelle on peut comprendre la survivance de la publication manuscrite à l'âge de l'imprimé. Cette publication manuscrite à l'âge de l'imprimé, elle s'empare de certains genres plus que d'autres, en particulier les recueils ou anthologies poétiques, la circulation de libelles ou de discours politiques, les instructions des pères nobles pour leurs fils, les partitions musicales, mais au-delà, on pourrait trouver dans chaque genre dominé par l'imprimerie la permanence ou la survivance d'une édition, d'une publication manuscrite. Et, comme je le disais, cette toile de fond est donnée par ce discours de dépréciation, très tôt né dans la réaction à l'introduction de l'invention de l'imprimerie dans une ville comme Venise, mais aussi multiplié ensuite. Si je prendrais 4 exemples du siècle d'or, souvent je cite les textes espagnols du siècle d'or, non pas seulement par goût, mais aussi parce que, me semble-t-il, pour 2 raisons, les textes de fiction du siècle d'or espagnol, entre 1550 et 1650, portent une attention plus grande que d'autres à ces processus de l'écriture, de la circulation et de l'appropriation des textes. La première raison, c'est une raison esthétique. Non pas que ce soit des textes nécessairement réalistes, mais des textes qui s'emparent des réalités quotidiennes, y compris celles de l'écriture et de la lecture, pour les transformer en motifs esthétiques à toutes les fins, ironie, critique, parodie, etc. Et la deuxième raison, je crois, c'est aussi parce que ces processus même dans le monde espagnol des XVIe et XVIIe siècles ont des traductions plus immédiates dans les livres eux-mêmes, avec l'obligation de la publication, par exemple, des textes d'approbation des censeurs, qui doivent être intégralement publiés dans l'ouvrage, ou bien encore avec cette procédure dont je parlerai dans 15 jours, qui a donné des archives différentes pour le processus de la composition littéraire, et en particulier la survie des copies utilisées dans les ateliers typographiques, qui était dans le livre lui-même ce qui s'appelle fait des errata, et qui n'est pas seulement de relever des erreurs typographiques, mais qui est de montrer que l'exemplaire imprimé a été collationné par un secrétaire du Conseil royal pour vérifier que rien n'a été ajouté par rapport au manuscrit qui avait reçu la licence d'impression. Il y a donc ces 2 raisons qui font qu'on peut se focaliser sur, enfin lire avec attention ces textes du siècle d'or, et ici, pour constituer cette tapisserie négative par rapport à l'imprimerie. Ces 4 textes portent sur des éléments différents. Les 2 premiers peuvent porter sur la corruption morale, la déshonnêteté des libraires et imprimeurs, leur avidité pour le profit, la dissimulation par rapport aux auteurs. L'un est bien connu, je l'ai commenté plusieurs fois, c'est-à-dire le moment où, lorsqu'il visite cette imprimerie à Barcelone, Don Quichotte rencontre un auteur qui est un traducteur, qui a traduit un livre italien, Les Bagatelles, et qui a gardé pour lui le privilège qu'il a demandé au roi, au conseil royal, à charge, évidemment, pour lui, de faire imprimer l'édition, les exemplaires de l'édition de sa traduction par un imprimeur, donc
de la payer et ensuite de conserver les exemplaires pour les mettre en vente, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un libraire. Et dans ce modèle-là, c'est un modèle de publication qui tient dans les mains de l'auteur le privilège et le commerce. Et Fernando Bauzá a montré que ce cas n'était pas une pure fiction cervantine, mais rencontrait une réalité dans le monde espagnol. Ce qui est possible qu'il ne le serait pas, par exemple, dans l'Angleterre contemporaine du temps, puisque là, seuls les stationers, imprimeurs ou libraires, peuvent obtenir un writing copy. Mais donc, dans ce cas-là, cet traducteur des Bagatelles va fait imprimer 2000 exemplaires de sa traduction dont il va assurer la vente. Et Don Quichotte lui fait la remarque suivante: « Vous faites bien mal votre compte. Vous ne connaissez pas, ce me semble, les manigances des imprimeurs et les arrangements qu'ils ont entre eux. Lorsque vous vous verrez chargé de 2000 exemplaires, je vous le promets, vous vous sentirez le corps si moulu que vous n'en pourrez mais, et plus encore si le livre n'a pas beaucoup d'intérêt et de piquant. » Ici, il y a la traduction ne rend pas bien deux éléments. L'un qui est le jeu assez permanent dans la langue du siècle d'or avec cuerpo, puisque cuerpo c'est à la fois le corps humain, mais c'est aussi les exemplaires d'une édition. Et ce que lui dit Don Quichotte, c'est que le prometo que cuando se vea cargado de 2000 cuerpos de libros, vea tan molido su cuerpo. C'est un jeu de mots absolument permanent. Et la deuxième, c'est qu'il est plus précis, Cervantes, sur ces déshonnêtetés ou ces tromperies des libraires. Il parle des entradas y salidas de los impresores et las correspondencias que hay de unos a otros. Entradas y salidas sont entrées et sorties comme dans entrées et débours, comme dans un livre de comptabilité à partie double. C'est-à-dire que la tromperie à laquelle fait allusion ce texte, qui crée un des éléments, un des motifs de cette dénonciation de l'imprimerie, c'est le fait que l'imprimeur qui a reçu commande par l'auteur d'imprimer un certain nombre d'exemplaires de son livre peut dissimuler le tirage qu'il effectue réellement, et très souvent en imprimer, si le livre lui paraît intéressant, plus d'exemplaires que ceux demandés par l'auteur, pour les mettre en vente directement lui, avant le fait d'avoir remis à l'auteur les exemplaires qu'il a commandés. C'est une pratique, c'est-à-dire cette dissimulation du tirage réel de façon à occuper le marché avant même l'auteur, que l'on voit très souvent dénoncée, y compris dans des traités de théologie destinée aux confesseurs, comme le livre de Joan Caramuel Lobkowitz. Le deuxième élément, c'est le fait que pour Cervantes, ici, il y a aussi la déshonnêteté des libraires, puisque normalement l'auteur peut se transformer en libraire lui-même, mais le plus souvent, il va confier contre pourcentage la vente de ses exemplaires à un libraire qui va pouvoir lui aussi le tromper sur la réalité des ventes. Donc les entradas y salidas se renvoient directement à ces tromperies sur la comptabilité pour les tirages ou pour les ventes. Et ce même motif avait été utilisé aussi un peu préalablement dans une des nouvelles exemplaires, qui est celle du licencié de vers, par le même Cervantes. Le licencié de vers rencontre un libraire parce que, comme il est de verre, il est très fragile, il s'est adossé avec précaution contre une boutique, et cette boutique est celle d'un libraire. Et alors il déclare au libraire: « Votre métier me plairait bien s'il n'y avait en lui un défaut. » Ah, lequel? Les simagrées que font les libraires lorsqu'ils achètent le privilège d'un livre et le tour qu'ils jouent à son auteur si d'aventure celui-ci l'imprime à son compte, car au lieu de 1500 exemplaires, ils en impriment 3000, et quand l'auteur croit qu'on vend ses livres, ce sont ceux du libraire qui se vendent. Le texte de nouveau met en jeu les deux modes de publication dans le siècle d'or, c'est-à-dire le texte acquis d'un auteur ou bien le privilège gardé par l'auteur. Dans le premier cas, il est question de ces melindres, c'est-à-dire que le libraire ne donne pas la rémunération juste à l'auteur pour le manuscrit qu'il lui achète.
Et dans le deuxième cas, nous sommes comme dans la première allusion, c'est-à-dire une tromperie sur le tirage, et donc du coup, là, il y a possibilité de vendre pour lui, imprimeur, avant que les exemplaires soient remis à l'auteur. Il y a là un premier registre, donc, qui est celui de la corruption du commerce des lettres par le commerce des livres, et un commerce des livres qui entre des mains considérées comme peu honnêtes. Le deuxième registre, c'est cette crainte obsédante dans la modernité sur la corruption du sens, c'est-à-dire une corruption du sens qui parfois est attribuée aux erreurs que commettent les compositeurs, typographes, mais qui plus souvent est attribuée à l'une de ces innovations permises par la circulation de l'imprimerie, c'est-à-dire de capter des publics qui peuvent n'être pas préparés à la compréhension du livre, du livre qu'ils s'approprient. Cette crainte est une crainte qui a pu être manifestée de plusieurs manières. Là, je la prends dans un des textes de Quevedo, Los Sueños, c'est le songe de l'enfer, où l'un après l'autre, comme dans une danse macabre, les différents états sociaux sont condamnés à l'enfer et les raisons pour lesquelles ils le sont. Et lorsque le libraire, qui est condamné aux flammes éternelles, indique au narrateur pourquoi les libraires sont condamnés à ces peines infinies, il déclare « Moi et tous les libraires, nous nous damnons par les méchantes œuvres d'autrui, et parce que nous vendons au rabais les livres latins traduits en langue vulgaire, grâce auxquels les sots prétendent à un savoir qui jadis n'avait de prix que pour les sages, en sorte qu'aujourd'hui, le laquais se mêle de latiniser, et Horace, en castillan, traîne dans les écuries. » C'est cette idée-là que la multiplication des exemplaires, la traduction des classiques dans les langues vulgaires, la possibilité d'un accès plus facile puisque les livres sont barato, on les a fait bon marché, a un effet désastreux, et évidemment qui est d'arracher le monopole de la lecture aux lettrés ou aux doctes, et d'autre part de corrompre des textes que ces nouveaux lecteurs sont incapables d'interpréter correctement. Et ici, exprimé par Quevedo dans ce Sueño del Infierno, on retrouverait une hantise qui a, dès la fin du XVe, au début du XVIe siècle, était extrêmement présente. On peut rappeler, par exemple, pourquoi Luther, après avoir traduit d'abord le Nouveau puis l'Ancien Testament en langue vulgaire, en allemand, au début de la décennie 1520, fait un mouvement en arrière, considérant que la Bible en vulgaire est un livre de pasteurs, de candidats au pastorat, d'église, mais que l'accès des fidèles à la parole sacrée doit être médiatisé par à la fois la parole de la prédication et le catéchisme, et de là l'écriture et la publication des catéchismes. Il y a donc là une traduction, et pourquoi? Parce qu'il attribue à cet accès possible à la Bible en vulgaire les déviations ou corruptions du texte telles qu'elles ont pu être rencontrées à la fois au sein de la guerre des chevaliers et plus encore de la guerre des paysans. Il y a cette obsession par rapport à l'imprimé qui est de garder le contrôle sur l'interprétation. Et ce contrôle sur l'interprétation, il peut se faire en multipliant les formes d'enseignement de l'orthodoxie ou du texte, et il peut aussi se traduire par la déploration contre une circulation irraisonnée des livres. Ce qui amène à la troisième grande crainte, qui est de toile de fond à la critique de l'imprimerie et donc du coup pour partie à la survie du manuscrit, qui est cette déploration devant l'excès de livres et le désordre des discours. Il y en aurait de multiples formes. Pour rester dans le monde que j'ai évoqué, ce texte de Lope dans la Commedia de Fuenteovejuna, qui est une commedia qui est censée se passer en 1476, c'est-à-dire peu de temps après l'invention de l'imprimerie et sa présence
en Espagne, un dialogue entre un paysan et un étudiant. Le paysan, lui, loue les effets de l'imprimerie. Maintenant qu'on imprime tant de livres, il n'est personne qui ne se pique d'être savant. Il le loue, il a une note ironique. Et l'étudiant, Leonello, lui répond: à cause de cela même, j'estime au contraire qu'on est plus ignorant, car le savoir ne peut se limiter à de brèves sommes. L'excès des livres est source de confusion et réduit les efforts qu'on fait à une vaine écume. Et l'homme le plus rompu à la lecture finit à la seule vue de tant de titres par y perdre son latin. C'est un peu une traduction un peu lointaine qui est celle dans la traduction de la Pléiade. Le texte des Comédias est souvent beaucoup plus dense et beaucoup plus serré, puisque répond Leonello, antes que ignoran mas. Sinon, on a encore plus d'ignorance, parce que la confusion con el exceso, los intentos resuelve en vana espuma. La confusion avec l'excès réduit les meilleures intentions en une écume tout à fait vaine. Et la chute du tête de ce moment, aquel que de leer tiene más uso, de ver letreros solo está confuso. La confusion que crée la multiplication des livres, ce désordre du discours, cette inutilité de l'imprimerie qui n'a pas produit, et le texte continue de cette manière-là, de nouveau Saint-Augustin ou de nouveau Saint-Jérôme, crée cette leyenda negra, cette dénonciation de l'imprimerie sans laquelle on ne pourrait pas comprendre la permanence de la publication manuscrite. Dans la mesure où, terme à terme, la publication manuscrite peut opposer ces logiques à ces travers ou ces vices de l'édition imprimée. D'abord, elle permet un contrôle sur la circulation des textes, qui permet en quelque sorte une homogénéité entre lecteurs et auteurs, entre le milieu des lecteurs et le monde des auteurs, ce qui est qui préserve la capacité des lecteurs à comprendre le texte. Et en même temps, donc, la circulation manuscrite peut cimenter des communautés intellectuelles ou religieuses ou politiques qui sont unies par la circulation du livre, mais d'un livre ou d'un texte, quelle qu'en soit la forme, qui n'est pas ouvert à ce regard des profanes. C'est avec les raisons d'être plus facilement soustrait à la censure, une des raisons pour lesquelles les textes hétérodoxes ou libertins ou au XVIIIe siècle matérialistes trouvent dans la forme manuscrite la forme privilégiée de leur circulation. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la censure, évidemment la censure préalable qui existe dans tous les pays et à laquelle on doit soumettre un livre si on veut qu'il reçoive une autorisation, une licence ou un privilège, mais même la censure a posteriori, qui est celle de la poursuite et de la recherche des exemplaires imprimés, détruits. Et il y a là, évidemment, une raison puissante pour la circulation manuscrite, plus discrète, plus secrète, mais en même temps une autre, tout aussi puissante, est l'idée de constituer une communauté de lecteurs et d'auteurs, comme dans le cas hors censure des recueils poétiques, où le lecteur peut devenir à son tour auteur et que le recueil s'enrichir de cette création continue. Il y a là une raison profonde pour cette maintien d'une circulation plus contrôlée, plus limitée des textes. D'autre part, évidemment, la forme manuscrite et la forme ouverte à la malléabilité est une forme dans laquelle les corrections, les retranchements, les additions à toutes les étapes de l'écriture, de la copie, de la reliure, permet cette mobilité des œuvres. Et c'est ainsi qu'on peut penser qu'avec la forme manuscrite, le livre peut enregistrer ou peut conserver une écriture en plusieurs moments. Le cas étudié par Fernando Bauzá des instructions écrites par les nobles pour leurs fils est un cas paradigmatique, puisque au fil du temps, ces instructions peuvent être enrichies de nouveaux textes qui viennent dans les copies enrichir les manuscrits qui sont faits de ces œuvres. Il y a donc une dimension de dynamique temporelle qui existe dans le même objet livre, alors que, évidemment, dans le monde de l'imprimé, elle suppose des séquences et d'objets
séparés les uns des autres. Donc une écriture en plusieurs temps et aussi une écriture à plusieurs mains, comme je l'évoquais, dans le cas des recueils poétiques dont les lecteurs sont souvent aussi les auteurs. Et le troisième élément, c'est évidemment que la circulation manuscrite, pas toujours, puisqu'il y a aussi un marché du manuscrit essentiellement à l'époque moderne pour les nouvelles, pour les gazettes, qui vont perdurer sous forme de nouvelles à la main, de gazettes manuscrites, et qui là sont organisées peut-être avec un public plus restreint et plus choisi, mais comme un commerce. Mais pour beaucoup d'autres formes, le monde du manuscrit appartient à ce monde des réciprocités, de la gratuité, de l'échange qui domine les différentes figures successives de la République des lettres. La République des lettres des humanistes à la Renaissance, la République des lettres des érudits et des savants entre 1650 et 1730, et finalement la République des lettres, telle qu'on en définition la plus classique, qui serait celle des Lumières. Et il y aurait dans cette idée d'une soustraction aux intérêts d'une logique commerciale quelque chose qui pourrait se lier, qui est, malgré les efforts que j'évoquais la fois dernière d'un certain nombre de défenseurs, des imprimeurs, compositeurs et correcteurs, pour faire admettre que l'imprimerie est un art libéral et non pas un art mécanique, il y aurait néanmoins, lorsque cet argument n'est pas admis, dans ce privilège donné à la circulation manuscrite, où les auteurs peuvent être les scribes d'eux-mêmes, et où l'opération mécanique, en tous les cas, est beaucoup plus limitée, quelque chose de cette dépréciation des hommes de l'atelier qui seraient à la fois les correcteurs ignorants, les compositeurs malhabiles ou les pressiers peu soigneux. On a donc là, me semble-t-il, tout un ensemble de données qui expliquent cette permanence de la copie manuscrite. Alors, la leçon de cet exemple est évidemment de penser qu'à chaque moment où une novation est introduite dans le monde de la culture écrite, que ce soit le codex à l'âge du volumen, que ce soit l'imprimerie à l'âge de la copie manuscrite, ce que l'on voit, c'est une réorganisation de la totalité de la culture écrite qui donne des lieux, peut-être des formes ou des places différentes à une forme ou une technique antérieure qui n'est pas supprimée, disparue, effacée, mais qui se loge dans des espaces particuliers ouverts par la nouvelle technique. Je l'évoquais pour une certaine durée à l'âge du codex, la survivance des manuscrits et peut-être ensuite des rouleaux, et ensuite au Moyen-Âge une redéfinition de la forme rouleau pour des documents qui ne seraient pas les livres codex, et plus encore, à l'âge de l'imprimerie, ces usages que rencontre pour la communication et pour la publication le texte copié à la main. Alors pour conclure, puisque le but tout de même de cet exercice, c'est d'essayer de donner des instruments pour penser les mutations du présent en les inscrivant dans des durées qui les débordent de beaucoup, que le fait fondamental à partir de là, dans le diagnostic sur le monde du numérique, est double. D'une part, le fait que cette organisation d'un ordre des discours à partir d'un ordre des matérialités de l'écrit est effacée au profit d'une situation dans laquelle un seul appareil, une seule surface, un seul support donne à lire des genres, des textes qui, antérieurement ou parallèlement dans la culture imprimée, sont distribués sur différents objets. Il y a donc là un premier élément de mise en question, de défi tout à fait fondamental. Et le deuxième, sur lequel j'insiste peut-être trop, mais qui me paraît tout de même important, et qui est, ou peut-être même plus qu'important, fondamental, c'est-à-dire celui qui met en jeu non seulement les morphologies des objets, mais aussi les pratiques de lecture
Lorsque l'on veut, dans un certain sens, apprivoiser ou limiter l'impact novateur des mutations du présent, on fait retour sur l'idée que, d'une part, avec le codex, ce qui a été rendu possible, c'est une lecture discontinue, fragmentée, segmentée. On peut lire des passages, des fragments, des pages dans le codex en étant libéré de la totalité du texte, alors que le rouleau suppose qu'au moins on déroule la totalité d'un texte pour arriver au passage que l'on désire lire. Donc une lecture fragmentée, une lecture discontinue, une lecture segmentée qui serait l'apport du codex et dont la lecture face à l'écran ne ferait que à laquelle la lecture face à l'écran ne ferait que donner une modalité nouvelle. Premier élément qui serait un élément de continuité. Deuxième élément plus général encore, la culture du monde manuscrit, mais plus encore de l'imprimé, a été une culture du fragment textuel. Je l'évoquais avec la technique des lieux communs, qui viennent nourrir les cahiers manuscrits de lieux communs ou les éditions imprimées de lieux communs. On peut l'évoquer avec, au XVIIIe siècle, cette multiplication de livres qui rentrent dans la catégorie des esprits ou des extraits, des anthologies qui donnent sous forme de fragments, de citations, une réduction d'œuvres de grande ampleur. Ça vaut aussi bien pour des textes philosophiques, par exemple l'Histoire des deux Indes de Raynal et Diderot, ou pour des textes romanesques, par exemple les romans de Richardson. Et puis, au XIXe siècle, au XXe siècle, la culture scolaire est fondamentalement une culture du morceau choisi, de l'extrait tiré dans une œuvre. Donc on pourrait dire, là encore, une continuité, que la culture du codex, et particulièrement du codex manuscrit, est une culture du fragment extrait et recomposé. Deux traits qui semblent très proches pour la lecture ou pour le répertoire écrit de ce que sont les diagnostics par rapport à l'écran et de la lecture dans le monde numérique. Il me semble que la limite à cette assimilation, elle tient évidemment au fait que, peut-être je mettrai cela comme thème d'un séminaire, que d'une part pour la circulation des œuvres au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, s'il est vrai qu'elles sont ouvertes à l'extraction, elles sont ouvertes à la fragmentation, à la recomposition, parallèlement, elles circulent dans la forme inverse, c'est-à-dire la forme de l'unité ou cohérence de l'œuvre, voire même du rassemblement de plusieurs textes qui font œuvre. Et les deux logiques, la logique de la dissémination des textes et la logique de leur rassemblement, sont tout à fait parallèles. On pourrait le montrer sur tous les auteurs les plus classiques. Un exemple que j'avais travaillé avec Peter Staley, c'est évidemment l'exemple de Shakespeare. Parallèlement, ou peu postérieurement, au moment où les poèmes et les œuvres dramatiques shakespeariennes sont utilisées comme une ressource pour extraire des lieux communs, qu'on relocalise thématiquement dans des nouvelles nomenclatures, en même temps, parallèlement, l'idée de l'intégrité de l'œuvre dans son édition de totalité, mais plus encore du rassemblement sous forme d'œuvres à partir de 1623 de textes épars qui deviennent les éléments juxtaposés d'un corpus, montre bien cette double logique qui se perpétuera au XVIIe, XVIIIe siècle, lorsqu'on aura des extraits non plus pour des lieux communs, mais pour les beautés du texte, The Beauties of Shakespeare, qui est un genre en lui-même, et d'autre part la permanence, avec toutes les discussions qui sont posées, j'évoquerai dans 15 jours, autour de quelles sont les délimitations possibles de ce rassemblement, de cette reliure, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait une œuvre lorsqu'elle est composée par plusieurs textes d'une même main. Donc c'est une première limite, la double circulation, alors que dans le cas du monde du texte numérique, elle n'existe pas. Et d'autre part, n'existe pas non plus cette capacité de la relation physique, matérielle, immédiate dans la perception du fragment lu, choisi, rencontré,
dans un codex et de la totalité de laquelle il est un fragment. La relation est toujours absolument immédiate. On pourrait le prendre avec l'exemple de la lecture de la Bible. La lecture de la Bible dans les mondes protestants des XVIe ou XVIIe siècles, qui plus rarement qu'on ne l'a dit, même dans les milieux puritains, piétistes, est une lecture continue. Évidemment, il y a des attestations. La famille réunie autour d'une lecture de la Bible qui suit séquentiellement, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, le texte biblique. Mais le plus souvent, c'est une lecture ou un usage de la Bible qui utilise la capacité du codex, c'est-à-dire, comme dans le monde catholique, l'extrait, le fragment, la citation. Et donc, les lectures bibliques ou les méditations bibliques, même dans les mondes des protestants les plus biblicistes, est un usage qui est fondé sur cette mise en rapport par écho ou par juxtaposition entre des citations, des psaumes, du Nouveau Testament. Et donc, on a là, on pourrait dire, même dans ce cas extrême, qui serait celui où le respect de la totalité du texte est le plus fondamental, puisqu'il est lu parfois d'une manière seriatime, jusqu'à un moment où on recommence une fois l'avoir achevé. Même dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il y a une lecture du fragment, une lecture de la discontinuité. La grande différence, évidemment, c'est que ce fragment ou cette discontinuité, non seulement parce qu'il s'accompagne d'autres pratiques de lecture, mais aussi parce qu'elle est faite à partir d'une référence à un texte dont la totalité, la cohérence, la force est là, est une lecture qui ne sépare pas l'unité discrète de la totalité cohérente, au point que ce rapport pouvait être un enjeu fondamental dans les controverses sur la Bible. Il y a un texte intéressant de John Locke dans lequel il critique la nouvelle forme d'inscription du texte biblique sur la surface de la page, c'est-à-dire à partir de la fin du XVIe siècle, les versets, disant que c'est une manière de mutiler ou de démembrer ce qui fait, je me souviens du texte, la force et la cohérence de la parole sacrée, et ce qui ouvre aussi la possibilité à chaque secte, c'est le mot dans le texte, de s'emparer de tel ou tel fragment, le décontextualisant pour le faire servir à ses propres fins ou justifications. Donc la manière même dans le livre de fragmenter le texte est en elle-même un objet de débat, a fortiori lorsque vous pensez que ce fragment, comme dans le monde du numérique, n'est pas nécessairement, ni même avec aucun désir ou intention, d'être rapporté à la totalité dont il est un fragment. Je crois que c'est là une des différences les plus profondes qui lance ce défi aux catégories qui étaient liées à des matérialités héritées de ce que j'ai voulu montrer ce matin, c'est-à-dire trois moments historiques. Je me suis plus appesanti sur le troisième, puisque c'est peut-être celui que je connais le moins mal, l'invention de l'imprimerie, mais auparavant l'invention du livre unitaire, mais auparavant l'invention du codex. Cette culture écrite-là, héritée, sédimentée, qui façonne les lecteurs d'aujourd'hui, évidemment, est celle qui, par cette transformation radicale d'un ordre des discours qui n'est plus lié à un ordre des matérialités, est mise le plus profondément en question. Et ce qui, comme dernier mot, pose peut-être les deux questions. L'enquête récente qui vient d'être publiée, comme tous les 5 ans, plus ou moins, sur les pratiques culturelles des Français, insiste beaucoup sur cette différence. D'une part, elle insiste fondamentalement sur le temps passé face aux ordinateurs, avec peut-être ce paradoxe que ce temps passé face aux ordinateurs est opposé avec les temps de la lecture, alors qu'évidemment, un des points les plus fascinants ou les plus problématiques, c'est le fait que dans ce temps passé face aux ordinateurs, la plus grande partie est consacrée à la lecture. Donc on voit bien la plasticité ou l'instabilité d'une catégorie comme celle de lecture.
Est-ce que la lecture, c'est la lecture des livres? Est-ce que c'est la lecture de certains livres? Est-ce que c'est la lecture de toutes les formes d'écrit qui circulent dans une société? Et d'autre part, est-ce qu'on peut opposer, comme on le faisait d'une manière archaïque, mais qui aujourd'hui n'est plus valide, le monde des écrans d'images avec le monde des écrits de livres ou de journaux? Alors, bon, ça c'est une question. Mais le plus important est tout de même de reconnaître à la fois l'importance dominante de ce rapport à la culture écrite ou iconographique qui passe par cette médiation en face de l'écran et qui du coup a une conséquence sur ce que je dis immédiatement, puisque ce lecteur que je vois façonné par cette histoire de longue durée, ce n'est pas forcément peut-être le lecteur des générations entrant dans le monde de la culture écrite par le rapport avec le numérique, et non pas arrivant au numérique, comme la plupart d'entre nous ici ce matin, à partir d'une familiarité avec une culture écrite, manuscrite et imprimée qui était héritée. Et de là, ce défi fondamental que souligne l'enquête, puisque l'enquête montre l'importance de l'appartenance à des générations, beaucoup plus qu'à des âges. Les habitus, même si l'enquête n'est pas bourdieusienne, il y a beaucoup de références, me semble-t-il, à l'idée d'abord de l'homogénéité des pratiques. Ce sont ceux qui passent le plus de temps devant les écrans qui sont aussi les plus grands consommateurs de formes culturelles en dehors du monde numérique, comme s'il y avait là un principe unificateur des pratiques, que l'on peut appeler, si on en a envie, habitus. Et d'autre part, le fait que ce qui est important, c'est l'appartenance à une génération qui constitue des habitus qui vont se perpétuer même lorsque les âges changent. Et souvent, on fait une sociologie des pratiques culturelles à partir des différences d'âge, et ici, il faudrait lui substituer cette différence de génération. Et donc, du coup, le défi est là. C'est-à-dire, est-ce que cette entrée dans la culture écrite par le monde du numérique peut imposer des catégories de description, des critères d'appréciation à distance, des catégories et des critères qui ont défini ce monde 3 fois construit par le codex, par le livre unitaire et par l'imprimerie au cours des siècles. Et donc, du coup, ce serait plutôt un objet pour les séminaires prochains ou les conférences prochaines. Quel c'est ce monde de catégories et en quoi pourrait-il être subverti, effacé par des nouvelles pratiques qui sont à la fois portées par et génèrent des nouvelles catégories esthétiques, intellectuelles ou culturelles? Ou bien est-ce que quelque chose de cette sédimentation, même si elle doit composer avec une forme technique qui n'est plus un support aussi immédiat que les rouleaux ou que le codex, manuscrit ou imprimé, pour incarner les catégories qui étaient les siennes, c'est-à-dire totalité de l'œuvre, cohérence du discours, assignation à l'auteur, est capable de perdurer sous une forme nouvelle, à inventer dans la plupart des cas dans ce monde numérique. Jusqu'à maintenant, c'est autour des questions du droit qu'ont été discutées ces possibilités ou ces nécessités. Mais elles vont bien au-delà des questions du droit, puisque ce sont à la fois des questions techniques et conceptuelles de cette préservation, de ce maintien des critères anciens. Je crois qu'il y a là, dans un monde nouveau, je crois qu'il y a là les questions les plus essentielles qui peuvent être posées. Comme je l'ai dit souvent, il n'y a pas de leçon de l'histoire et encore moins de prophétie du futur par les historiens, mais peut-être avec une vision plus longue de la place des mutations du présent dans des évolutions de longue durée, on est peut-être mieux armé, même si les diagnostics sont complexes et souvent contradictoires, mieux armé pour s'approcher de ces mutations du présent, pour les transformer en des usages qui nous paraissent les plus adéquats et éventuellement pour intervenir dans l'espace public sur des décisions essentielles qui concernent cette coexistence jusqu'à maintenant entre les cultures écrites que j'ai décrites ce matin, du manuscrit, de l'imprimé et celle du numérique, potentiellement de substitution, telles que certaines utopies dramatiques ou enthousiastes ont pu les dessiner, et peut-être entre les deux, finalement, plutôt ce modèle qui est le modèle historique
auquel on s'est confronté ce matin, qui est le modèle de la recomposition, de la redistribution des rôles, des fonctions et parfois des formes des anciennes pratiques ou des anciennes matérialités de la culture écrite au sein d'un espace, d'une carte qui est transformée par l'introduction plus ou moins brutale, à plus ou moins longue durée, avec des effets plus ou moins puissants, d'une nouveauté, d'une novation qui peut porter sur les différents registres que j'ai essayé de considérer, c'est-à-dire des registres de morphologie d'objets ou des registres de pratiques culturelles. Donc, nous n'en donnons là, pas de cours la semaine prochaine, mais le 12, et le 12, je donnerai comme thème un peu unificateur, c'est le thème du rapport du discours à l'auteur, et la réflexion, ce serait autour de la main de l'auteur. Pourquoi, à partir d'un certain moment historiquement, l'obsession pour les manuscrits autographes est devenue dominante dans le système, dans le régime des textes et dans l'ordre des discours. Merci.